Aujourd'hui, on parle de la gravité et de l'entropie. Et on va reprendre, comme d'habitude, la vidéo dans l'ordre. Et c'est l'occasion pour vous de poser toutes les questions que vous avez. Donc n'hésitez pas. Là, je vais reprendre ce qui se passe un peu dans la vidéo. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas à m'interrompre. J'espère que vous allez bien, que l'été démarre bien pour vous. Et donc ça faisait quelques temps que j'avais pas publié. Donc c'est la 3e vidéo sur l'entropie de la série de 4. Il en reste une qui est en cours de montage et qui va parler de la flèche du temps. À la base, je voulais parler uniquement de ça, et puis je me suis dit que ce serait bien de faire un peu plus de contenu sur l'entropie, parce que j'avais plein de choses à dire. L'été à 15 degrés démarre bien. Je sais pas où t'es, mais chez moi il fait pas 15 degrés. Hein. T'es à Cherbourg. L'année dernière, je regardais quand c'est en plein cœur de canicule. Lille, ok. C'est joli Lille. J'ai visité il y a 2 ans. J'ai beaucoup aimé cette ville. C'est très très joli. Merci Ariana Spock pour le follow et bienvenue. Ouais, Lille, le centre-ville de Lille est très très joli. Et là, il y a 2 semaines, j'ai fait Colmar aussi, qui est très très joli, un peu dans le même style, avec des maisons un peu moyenâgeuses, très très sympa, très joli Colmar. Et Lille aussi, ouais. Lille, j'avais bien aimé. Ok. Alors, au début, moi, je rappelle vite fait ce qu'on a dit dans les autres vidéos, notamment que l'entropie, on aime bien la définir aujourd'hui comme la dispersion de l'énergie. C'est très facile à appréhender, beaucoup plus que la définition de l'entropie de l'information, avec les micro-états, ce dont je parle un peu dans la première vidéo rapidement. Là, on parle de thermodynamique, on parle de chaleur, de flux de chaleur, de chaud-froid qui devient tiède-tiède, d'énergie qui se disperse, c'est beaucoup plus facile à appréhender. Donc j'aime bien cette définition. Voilà, je reparle du second principe, comme quoi, quand on mélange 2 gaz, le système est bien séparé au début avec une entropie basse et l'énergie augmente. L'entropie augmente, l'énergie se disperse. Donc c'est l'exemple classique du mélange de 2 gaz. Salut Iceclop, j'imagine que ça se prononce comme ça. Voilà, donc ça c'est l'entropie de mélange. Et là on voit déjà qu'on a en fait 2 définitions de l'entropie. L'entropie comme dispersion de l'énergie, et là l'entropie comme dispersion des... Je vais couper le son de ça, tac. Du coup, pour parler, c'est ici. Non, je regarde pas le Discord. Si tu veux poser des questions, c'est dans le chat de Twitch. Le Discord, c'est vraiment pour discuter en dehors des lives. Je regarde pas le Discord pendant le live, donc je regarde que le chat Twitch. Donc voilà, déjà on voit qu'on a une autre définition d'entropie, l'entropie de mélange. Et en fait, des définitions d'entropie, il y en a plein. On peut en définir plein. Et moi, dans cette série, je m'intéresse beaucoup à l'entropie thermodynamique, donc la dispersion de l'énergie. L'entropie qui est reliée au concept d'énergie, de température, et pas à l'entropie de Shannon, l'entropie de von Neumann. Il y a plein d'autres entropies. Donc je ne parle pas de mécanique quantique, je ne parle pas de théorie de l'information, même si avec les trous noirs, on pourra peut-être en parler un peu si vous voulez tout à l'heure. Et je ne parle pas vraiment de ça, donc ça c'est très bien pour illustrer, mais c'est pas le cœur de la vidéo, ça. C'est pour montrer une dispersion. Mais c'est pas une dispersion d'énergie, c'est une dispersion de position. Voilà. Donc ça, faut garder ça en tête. L'entropie, c'est un mot qui est utilisé pour différents concepts qui sont des fois reliés, des fois vraiment qui décrivent quasiment la même chose, mais il y a différentes définitions d'entropie.
Oui, mon pseudo utilise le slit. Mais ça, c'était dans les années 2000, ça. Attends. Nous, on appelait ça Elite Speak. Voilà, le lit. Le A, c'est 4. Le E, c'est 3. Déjà, tu fais ça, t'es Néo dans la matrice. Dans Matrix. Et après, ouais, tu peux t'amuser à en faire d'autres. Mais oui, le I, c'est 1. Le S, c'est 5. Voilà, tu fais ces 4 lettres déjà, ces 4 substitutions et t'es ultra stylé. Tu peux mettre tes lunettes de soleil alors qu'il est 2 heures du matin et que t'as ta capuche en train de discuter sur les forums de jeuxvideo.com à l'époque. Je sais pas si ça existe encore, ça. Ok. Et donc, le point de départ de la vidéo, c'est ça, c'est que la gravité rassemble les objets au lieu de les disperser. Et donc, on a le second principe de la thermodynamique qui nous dit que l'énergie ne peut que se disperser, les objets ne peuvent que se disperser, et là, on a une sorte de contradiction. Merci Miaou pour le follow. Donc on voit que la gravité pose un petit souci. Là, on a l'impression que les objets sont plus rassemblés, moins dispersés, alors que normalement, ça devrait se disperser d'après le second principe. Et ça crée des structures, des galaxies structurées, organisées. Et ça a l'air un peu en contradiction avec l'autre définition, entre guillemets, de l'entropie, qui dit que l'entropie mesure le désordre. Donc d'après le second principe, le désordre devrait augmenter. Vous mélangez des œufs et ça devient désordonné, vous ne pouvez pas faire l'inverse. Et là, pourtant, on a de l'ordre qui apparaît, donc c'est bizarre. Donc à la fois, si on parle de désordre, et à la fois, si on parle de dispersion, on a quelque chose qui est un petit peu contre-intuitif et qui a l'air contradictoire avec le second principe. Et oui, donc Trifon, le mot entropie vient du grec entropé, qui signifie un retournement, une transformation, un changement. Oui, donc ça c'est vraiment le mot transformation qui a été utilisé par Rudolf Clausius quand il a posé le terme entropie. Et donc, ça revient un peu à l'image qui est là. Ici, vous n'avez pas fait beaucoup de transformations, donc il n'y a pas beaucoup d'entropie. Et à la fin, quand l'énergie est dispersée et que vous avez utilisé votre carburant pour faire tourner des moteurs, vous avez transformé beaucoup de choses. Et là, la quantité de transformation a augmenté, donc la quantité d'entropie. Voilà, l'entropie, c'est vu au tout début comme la transformation, la quantité de transformation. Salut Philémon, bienvenue sur le live. Voilà. Bon, je passe la vidéo vraiment lentement, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et donc il y a cette animation d'amas de galaxies là, qui se forme. On voit les filaments qui relient les galaxies entre elles. Avec ça a été découvert récemment. Il y a des courants de matière qui s'écoulent le long de ces filaments et qui alimentent les galaxies en étoiles, en masse, en gaz. Avant 1865, personne n'avait entendu parler d'entropie. Oui, ça vient du 19e siècle. J'ai vu une conférence là-dessus. Je ne sais plus comment il s'appelle, je retrouverai, je vous dirai. Sur l'écoulement des... Je crois que c'est sur la matière noire. Matière noire, conférence. Voilà, c'est David Elbaz. Ah oui, c'est peut-être celle-là, avec le télescope. Il y a plusieurs problèmes qui se sont posés avec les découvertes. Non, c'est pas ça. Avec le télescope. Et en gros, il y a une sorte de... Bon, vous connaissez sûrement David Elbaz. Si vous connaissez pas, je vous recommande. Je crois que c'est ça. Ces conférences. Ah, salut, Ismaël, t'as réussi à te connecter du coup. Hop, ouais, je crois que c'est ça. Bon, pareil, je vous mets le lien. Voilà, celle-là.
il parle de 5 nouvelles observations avec le télescope James Webb qui contredisent un petit peu les modèles actuels qu'on a de l'univers, de la cosmologie. Et il y a une manière de résoudre les 5 trucs en même temps avec justement ça là. Vous avez des fontaines, une sorte de courant, comme des fleuves qui alimentent les galaxies. Ah, voilà, je vous ai complètement spoilé la conférence, mais hop, voilà, je vous mets le lien aussi. Voilà, si vous voulez mettre un marque-page. Ok. Donc là, je vous remets les animations. Donc là, on part vraiment d'un... C'est une simulation, hein, plus qu'une animation. Il part d'un gaz et il laisse la gravité agir. Avec ou sans matière noire, il y a des simulations différentes. Et on voit les filaments se former, les galaxies aux intersections des filaments, etc. Ok. Alors déjà, on sait que l'énoncé précis du second principe, c'est que l'entropie augmente lorsque le système est isolé. Mais si le système n'est pas isolé, l'entropie peut très bien diminuer. Donc on l'a vu dans la vidéo précédente avec le fonctionnement de la vie. Nous, en tant qu'organisme vivant, on a un fonctionnement dynamique. On a besoin de manger, d'absorber de l'énergie pour fonctionner et pour avoir un fonctionnement stable. Et ça, c'est totalement cohérent avec le second principe, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a de l'organisation qui se fait dans notre corps, il y a des cellules qui s'organisent, etc. Mais en fait, on récupère de l'énergie concentrée depuis la nourriture et depuis, si on remonte, ça vient du soleil. Et ensuite, toute la biosphère a tendance à rayonner dans les infrarouges et à relâcher cette énergie sous forme dispersée. Et donc, on surfe d'une certaine manière sur ce flot d'énergie, avec d'un côté de l'énergie concentrée et de l'autre de l'énergie dispersée, en cohérence avec le second principe, l'énergie qui se disperse. Et nous, on utilise cette énergie concentrée pour la disperser. Et c'est ça qui nous permet localement, et le mot est important, localement, dans une partie du système global, localement, on fait augmenter l'organisation et l'ordre. Et donc, est-ce qu'une galaxie, c'est un système isolé? Est-ce qu'on prend en compte tous les éléments quand on regarde la position des étoiles? C'est pas sûr, et c'est comme ça qu'on commence à comprendre qu'on commence à résoudre l'énigme. Est-ce que l'univers au complet est un système isolé? Alors moi, j'aurais tendance à dire que oui, par définition. Il n'y a pas d'échange d'énergie avec l'extérieur. C'est ça un système isolé en thermodynamique. Vu qu'il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas d'échange d'énergie avec l'extérieur. Maintenant, il peut y avoir des sources d'énergie internes qui viennent d'un système qui est là, qui est présent partout, mais qui n'est pas relié à ce qu'on voit des étoiles, par exemple. Il peut y avoir de l'énergie cachée sous une autre forme. Ça peut aller jusqu'au niveau de l'énergie du vide. Ça peut être l'énergie noire. Ça peut être... on n'a pas encore totalement compris... On ne sait pas ce que c'est que l'énergie noire, par exemple. On n'a pas compris ce que c'était que l'énergie du vide. Et comment est-ce qu'elle pouvait influencer l'information, l'entropie, ce genre de choses. C'est un peu comme quand vous avez une onde électromagnétique qui passe à travers un métal ou n'importe quel objet. Vous avez les charges des électrons, par exemple, les électrons autour des atomes qui vibrent au passage de cette onde électromagnétique. Et donc, vous pouvez avoir de l'énergie qui est gagnée par le système si vous considérez uniquement les électrons. Et vous avez l'impression que l'énergie, elle vient de nulle part comme ça, alors qu'en fait, elle vient du champ électromagnétique, qui est aussi là, qui est aussi partout présent dans le métal, mais qui ne fait pas partie du système métal. Et donc ça dépend ce que vous appelez le système que vous étudiez.
Et avec l'énergie noire, il nous manque des choses. Donc c'est compliqué de répondre à cette question. Et l'autre problème, c'est que l'univers, fermé ou pas fermé, isolé ou pas isolé, il est dynamique. Et donc parler d'entropie pour un système qui est en évolution, qui n'est pas à l'équilibre, c'est compliqué. Et si on veut être rigoureux, normalement, on ne devrait pas parler d'entropie pour un système. Par exemple, là, mon verre d'eau, si je le renverse, pendant le moment où l'eau est en train de se renverser, parler de l'entropie de l'eau à ce moment-là, c'est pas très. Ça se fait pas trop normalement en thermodynamique. On attend que le système se soit stabilisé et qu'il soit à l'équilibre. Et là, on peut parler d'entropie. François Rodier attribue l'organisation de structures dans l'univers, galaxies, étoiles, vie, au fait que l'univers visible est un système ouvert. Quel est votre avis? Oui, mais c'est un peu la même question. Est-ce que c'est isolé ou pas? Est-ce que c'est ouvert ou fermé? Mais oui, c'est ça. La biosphère, la vie, c'est un système ouvert. C'est pas un système isolé. Donc on ne peut pas appliquer cette phrase. On ne peut pas appliquer le second principe de la thermodynamique. Et donc on ne peut pas dire que l'entropie augmente. Peut-être qu'elle augmente, peut-être qu'elle diminue, on n'en sait rien. Le théorème ne s'applique pas parce que le système est ouvert. Il n'est pas isolé. Pour être précis, isolé, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange d'énergie. Et fermé, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange de matière. C'est pas tout à fait la même chose. Vous pouvez avoir une boîte qui est fermée, donc qui n'échange pas de matière, mais qui chauffe et rayonne vers l'extérieur et qui échange de l'énergie. Donc la boîte, elle est fermée, mais elle n'est pas isolée. Donc c'est pas tout à fait pareil. Là, le terme vraiment précis, c'est isolé. C'est l'énergie qui importe. En même temps, si ce système universel n'était pas isolé, il pourrait être impossible de s'en rendre compte et de le prouver depuis l'intérieur. Oui, c'est le problème de toutes les définitions qui font appel à l'univers, c'est que nous, tout ce qu'on voit, par définition, c'est l'univers observable. Et même si on prend en compte la définition complète de l'univers, quelle est la topologie de l'univers? Quelle est sa géométrie? Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est fermé? Est-ce qu'il est fini? Est-ce qu'il est infini? Pour l'instant, on ne sait pas trop. Et ça se trouve, on ne saura jamais. Ouais, c'est ça. Système ouvert, échange de matière. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Une galaxie peut échanger de l'énergie et de la matière. Donc je dirais qu'une galaxie est un système ouvert. Ouais, et donc ça, c'est un premier élément de réponse. Une galaxie n'est pas forcément isolée. Après, est-ce qu'elle rayonne beaucoup d'énergie ou est-ce qu'elle reçoit beaucoup d'énergie? Est-ce que cette énergie-là change vraiment la position, la structuration des étoiles? Je pense pas. Donc je pense pas qu'on puisse résoudre l'énigme uniquement avec ça, avec du rayonnement par exemple. Mais oui, ça entre en jeu et j'en parle dans la liste que je donne à la fin des raisons qui expliquent cette énigme. Il y a le rayonnement. Ouais. Ok, donc ça rejoint ce qu'on a vu dans la vidéo d'avant, les micelles qui se forment. Donc vous prenez des molécules avec une partie hydrophobe, une partie hydrophile, donc une partie qui aime l'eau, une partie qui n'aime pas l'eau. Et naturellement, spontanément, elles vont se regrouper comme ça pour former ce qu'on appelle une micelle. Micelle. C'est écrit comme ça. Et voilà, vous avez la partie hydrophile à l'extérieur, la partie hydrophobe qui veut fuir l'eau, le milieu aqueux, donc qui se cache un peu à l'intérieur. Et donc naturellement, comme ça, les molécules vont former des structures sphériques. Et il se peut aussi qu'il y ait non pas une seule couche, mais deux couches. Donc là, c'est hydrophile et à l'intérieur hydrophobe. C'est ce qui se passe avec un savon dans l'eau. Ouais, c'est ça. Et là, vous avez hydrophile, hydrophobe, hydrophile. Vous avez double couche. Et une fois que vous avez formé ça, vous avez une paroi d'une cellule. Nos cellules, elles sont formées comme ça. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Ça se forme assez bien spontanément. La partie compliquée, c'est d'enfermer là-dedans du matériel génétique. Donc des protéines qui se répliquent et qui
et qui se séparent en deux en gardant l'information. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile à expliquer dans l'apparition de la vie. Mais le fait qu'il y ait des cellules comme ça qui se forment, ça se fait un peu tout seul. Et c'est ça qui forme la structure visible. L'ADN, c'est un tout petit bout dedans. Au début, c'était de l'ARN. C'est pas ça qui fait qu'on a une impression d'ordre. Et donc, dans la vidéo précédente, ce qui m'intéresse, c'est ça, en fait. C'est le fait qu'on ait une impression d'ordre avec l'apparition des cellules et que ça pourrait, si on réfléchit un peu trop vite, entrer en contradiction avec le second principe. Et non, en fait, ça se fait tout seul, ça se fait spontanément. Et donc là, j'en parle un peu plus dans cette vidéo. Voilà, donc ça, on l'a déjà dit, la dispersion de l'énergie. Et avant de faire ça, je vais anticiper un petit peu. Et donc ici, le fait que ça se forme tout seul, on peut dire que l'ordre a augmenté, même si on ne sait pas exactement ce qui se passe au niveau de la surface entre l'huile et l'eau, par exemple. On reviendra sur l'exemple de l'huile et de l'eau. Mais on peut dire que l'ordre a augmenté. Et donc, on n'a pas pu appliquer le second principe, mais ce n'est pas un problème. Ça veut juste dire que le système n'est pas isolé. Et là, effectivement, l'énergie a peut-être changé. Là. Le système a peut-être baissé en énergie. Et donc, j'en parle après. Ça fait baisser l'entropie aussi. Donc, il y a un lien entre l'énergie et l'entropie. Et ce lien, en fait, on l'utilise très tôt en physique, intuitivement, même au lycée, on vous en parle de ça. On vous dit que les systèmes ont tendance à baisser leur énergie. Donc là, c'est l'exemple de la bille qui dévale une pente. Donc là, son énergie potentielle, qui est proportionnelle à l'altitude, diminue. Et on voit sur la vidéo, si vous laissez la bille chuter en chute libre, tomber en chute libre, son énergie cinétique va augmenter. Donc elle va aller de plus en plus vite. Mais là, si vous regardez bien la vidéo, la bille, là, elle descend déjà assez rapidement. Là, ok, elle accélère un peu. Voilà, vous voyez, c'est pas du tout une chute libre, là. La vitesse, elle n'a pas énormément augmenté à la fin. Et donc, l'énergie cinétique n'a pas augmenté tant que ça. Peut-être même pas du tout. Par contre, l'énergie potentielle a beaucoup diminué. Donc, le système, qui a pour énergie totale l'énergie cinétique et plus l'énergie potentielle, le système a baissé en énergie. Donc très très souvent dans la nature, quand on regarde un système comme ça assez stable, une bille par exemple, un objet solide, très très souvent, quasiment tout le temps, l'énergie a tendance à diminuer. Et il faut faire venir de l'énergie de l'extérieur pour relancer le système. Et donc où est passée cette énergie ? Et ben, à chaque fois que ça tape, vous avez des frottements tout le long. Et donc, si vous faites faire ce parcours à la bille 2000 fois, elle va chauffer en fait. Et les rails vont chauffer. Donc l'énergie, elle est dispersée en énergie thermique. Et ce qui fait qu'à la fin, voilà, à la fin, les billes se retrouvent tout en bas et immobiles. Donc elles sont en bas, elles ont une énergie potentielle qui est faible, et elles sont immobiles. Donc elles ont aussi une énergie cinétique qui est faible. Donc elles ont vraiment perdu toute leur énergie. Et toute cette énergie, elle est partie en énergie thermique. Et alors, je peux essayer de faire un petit schéma. Et ça, c'est ce que je dis dans la vidéo, ça vient de l'entropie en fait. Si vous avez une sorte de rail parabolique comme ça, et que vous faites rouler une bille, s'il n'y a absolument aucun frottement, la bille, elle va remonter exactement à la même hauteur. Et elle va osciller comme ça indéfiniment, s'il n'y a pas de frottement. Et donc, cette fois-ci, l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique. Donc là, la bille va vite et elle n'a pas beaucoup d'énergie potentielle, elle est en bas. Si vous voulez la formule de l'énergie potentielle.
c'est égal à la masse fois G, l'accélération de la pesanteur, là, le 9,8 mètres par seconde carré, fois la hauteur, mgz. Et donc si la hauteur diminue, l'énergie potentielle diminue. Donc vous lâchez la bille immobile, l'énergie cinétique augmente. Donc l'énergie potentielle s'est transformée en énergie cinétique. Et à chaque fois qu'elle remonte, j'écris avec le stylet. Ah non, si je prends la souris, là, déjà que j'écris mal avec le stylet, si je prends la souris, là, c'est mort. Voilà. Et donc l'énergie est totale et conservée. C'est juste qu'elle change de forme, énergie potentielle, énergie cinétique. Vous avez une sorte de vase communicant comme ça. Sauf que dans le monde réel, il y a des frottements. Et donc petit à petit, la bille, elle s'arrête en bas. Et donc son énergie a tendance à baisser. Voilà, l'énergie baisse. La bille finit en bas. Et qu'est-ce qui dicte ça ? En fait, c'est le second principe, c'est l'entropie. C'est la dispersion de l'énergie. La bille, une fois qu'elle est en bas, si le système était... si le phénomène était réversible, elle pourrait se remettre spontanément à osciller et puis remonter comme ça. Mais ça n'arrive pas à cause du second principe. Donc la bille, elle part dans un état où elle a une énergie concentrée. Tout est sous forme d'énergie potentielle dans la bille. Une fois qu'elle roule ici, tout est sous forme d'énergie cinétique. Mais voilà, vous avez de l'énergie qui est concentrée. Et petit à petit, l'énergie se disperse. Ça fait chauffer la paroi, ça fait chauffer la bille. Donc il y a du rayonnement thermique. Il y a du rayonnement infrarouge. Et l'énergie, elle part dans tous les sens, elle se disperse. Et qu'est-ce qui dit que l'énergie se disperse ? C'est le second principe. Donc quand on vous dit au lycée et même après en prépa à l'université que l'énergie du système a tendance à baisser, en fait, c'est pas vraiment l'énergie qui dit ça, c'est l'entropie. Et ça, c'est rarement précisé. Mais quand on y réfléchit, voilà, c'est évidemment la dispersion de l'énergie qui fait ça. Donc là, on commence à voir qu'il y a un lien entre l'énergie et l'entropie, autre que la simple définition dispersion d'énergie. On voit qu'il y a un lien un peu plus profond que ça, et notamment sur ce qui permet de prédire l'évolution des systèmes. On voit que ça, quand on parle d'énergie, en fait, caché derrière ça, il y a l'entropie. Voilà. Et donc, il y a cette compétition dont je parle. L'entropie veut augmenter. Ça, c'est pas tout à fait le second principe, mais vous pouvez voir ça. On peut dire rapidement que ça vient du second principe. Et l'énergie veut diminuer. Ça vient aussi du second principe. Bon, en fait, là, je vulgarise un peu. Voilà, je vous ai mis un slide un moment, un mur de texte avec toute l'explication. Donc voilà, à 8,39, les gens qui ont fait de la thermodynamique, vous pourrez aller voir ce slide-là. Je ne vais pas en parler, j'ai pas envie de parler des équations, même sur Twitch. Mais voilà, là tout le passage sur la compétition, en fait, ça vient de cette diapo-là. Et donc, pour vulgariser, il y a la petite animation, là, que mon frère a faite, avec l'entropie qui veut augmenter, et l'énergie qui veut diminuer. Et donc, c'est la compétition entre les deux. Et à haute température, donc ici, c'est représenté par le thermomètre qui monte là, c'est l'entropie qui gagne. Donc, les systèmes ont tendance à avoir... on appelle ça des grandeurs extensives. Donc, extensive. Ça veut dire que par exemple, l'énergie, l'entropie sont des grandeurs extensives. Ça veut dire qu'elles sont proportionnelles à la quantité de matière. C'est vrai du volume aussi. Si vous avez deux enceintes avec du gaz dedans, le volume total, c'est la somme du premier volume et du second volume. L'énergie totale, c'est l'énergie du premier système plus l'énergie du deuxième système. Voilà, c'est extensif. Et l'entropie aussi. L'entropie totale, c'est l'entropie du premier système plus l'entropie du second système. Par contre, la température, s'il fait 20 degrés là et 25 degrés là, vous n'allez pas dire qu'il fait 45 degrés au total. Que ce soit en degrés Celsius ou en Kelvin, ça ne marche pas. Donc la température, ce n'est pas extensif.
Par contre, l'énergie et l'entropie, c'est extensif. Et donc, typiquement, si vous augmentez la taille du système, les deux vont augmenter en même temps. Et si vous diminuez la taille du système, les deux vont diminuer. Et ça marche aussi avec la température. Donc ici, là, quand on monte la température, vous voyez, les deux sont montés. Et quand on diminue la température, l'entropie et l'énergie vont toutes les deux diminuer. Voilà, la température diminue, et là, les deux vont diminuer. Sauf que, quand ça augmente, l'entropie, elle veut augmenter, donc elle est contente, mais pas l'énergie. Voilà, c'est représenté ici. Et à l'inverse, à basse température, c'est l'énergie qui veut diminuer, hein, comme la bille qui veut descendre en bas, et qui entraîne l'entropie avec elle. Et donc là, on voit l'entropie qui diminue. Mais c'est pas grave parce qu'on est dans un système qui n'est pas isolé. Voilà. Et donc, encore une fois, vous pouvez aller voir le mur de texte là pour l'explication plus rigoureuse. Voilà. Donc là, on commence à comprendre que c'est pas si grave que ça que l'entropie diminue. C'est pas si grave que ça d'avoir une apparition spontanée de l'ordre. On l'avait déjà vu avec la vie. On le voit avec les galaxies. Et je redonne un peu un autre exemple avec la séparation de l'huile et de l'eau. Ismaël qui a des problèmes de connexion. Et il y a combien de tunnels en Île-de-France pour le TGV ? Sois content qu'il y ait des tunnels, hein, sinon ton trajet il est 10 fois plus long. Hein. Alors c'est sûr, pour la connexion, c'est pas terrible. Donc pour l'huile et l'eau, vous mélangez les deux, ça fait des gouttelettes. Donc de l'huile complètement dispersée dans l'eau. Donc a priori un système à haute entropie. Et vous laissez reposer. Et spontanément, l'huile et l'eau vont se séparer. Et vous allez tomber sur un système bien propre, bien ordonné, avec une entropie basse. Donc. Alors ça, première explication, c'est pas un problème parce que le système n'est pas isolé. En fait, il y a une énergie, donc j'en parle, je répète ce que je dis dans la vidéo, il y a une tension de surface qui fait que l'huile, alors là, c'est peut-être plus simple si je fais un dessin avec une goutte. Donc si vous avez une goutte d'huile à la surface de l'eau, si vous en mettez deux, quand vous les combinez, donc si elles se rapprochent l'une de l'autre pour former une seule grosse goutte, ça c'est avant, ça c'est après, faire un peu plus gros. Là, la surface totale, si je fais ici S1, la surface de la première, S2 et la S3, la surface totale, elle a diminué. Donc ça, c'est plus petit que S1 plus S2. Et donc, l'énergie a diminué parce que l'énergie, elle est proportionnelle à la surface. Donc, il y a une énergie, il y a une tension ici. Et le système a tendance à baisser son énergie. Donc là, vu que l'énergie est proportionnelle à la surface, plus la surface est grande, et plus l'énergie est grande. Donc là, il y a quand il y a plein de gouttes d'huile, la surface totale, là, elle est énorme. Voilà, c'est pour ça qu'on vous donne des cachets effervescents, par exemple, si vous prenez un Doliprane effervescent. C'est pour qu'il y ait un maximum de dispersion, pour que les molécules soient très vite au contact de l'eau, passent très vite dans le sang, plutôt qu'un gros bloc solide qui met du temps à être digéré. Si vous avez un gros bloc solide, vous allez déjà ronger, votre estomac va ronger la paroi petit à petit, et vous voyez, ça va diminuer, mais très lentement. Alors que là, ça va se dissoudre beaucoup plus rapidement. Pourquoi ? Parce que la surface totale est plus importante, à une masse constante. Voilà. Donc là, la surface a diminué, et donc l'énergie a diminué. Voilà, tout ça, c'est lié, si ça vous intéresse, à la tension de surface.
Donc l'énergie, je vais l'écrire en toutes lettres, énergie diminue. Et donc ça entraîne, c'est la petite animation. Voilà, c'est ce moment-là, l'énergie diminue et entraîne l'entropie avec elle. Et donc l'entropie diminue, elle aussi. Et donc l'ordre augmente, le désordre diminue, l'entropie c'est le désordre ici. Et donc l'ordre augmente. Et donc on a un système qui est plus organisé. C'est pas grave, le système n'est pas isolé, le second principe ne s'applique pas. Donc là l'ordre a augmenté et donc a priori si le système était isolé ça poserait problème, mais le système n'est pas isolé. Et donc là l'énergie a diminué et peut-être que cette énergie elle a été dispersée et ça chauffe peut-être un petit peu. Donc ça c'est la première explication. De ce que j'ai vu, des articles que j'ai vus, c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut prendre en compte aussi je mets le schéma, les interactions moléculaires, voilà, ici entre l'eau et l'huile. Donc c'est un peu plus compliqué que ça, je pense. Du coup, l'énergie a été dispersée sous quelle forme? Sous forme de chaleur. Sous forme de chaleur. Donc ça chauffe un petit peu, a priori. Pourquoi le système n'est pas isolé? Parce que déjà parce que le système peut chauffer. Voilà, quand on dit système, ici pour moi le système, ce que je vois du système, c'est la position de l'huile et de l'eau. J'ai pas mis de thermomètre là. Donc faut bien s'entendre de ce qu'on appelle système, de ce qu'on appelle des différentes formes d'énergie. Ici il y a de l'énergie liée à la force, à la tension de surface, mais il y a aussi de l'énergie thermique. Et ça je le vois pas sur la photo là. Et donc, pour avoir vraiment l'intégralité du système, il faut prendre en compte la température. Et donc, c'est un peu comme... c'est pour ça que c'est subtil, cette question. C'est un peu comme le coût du métal. Vous avez un morceau de métal. Vous avez une onde. Bref. Vous avez un morceau de métal avec des électrons qui tournent dans le système classique, qui tournent autour des noyaux, dans les atomes. Ces électrons montent d'une orbite, par exemple. Donc, ils gagnent de l'énergie. Et ils ne gagnent pas de l'énergie tout seul, c'est parce qu'il y a une onde électromagnétique. Donc, une onde lumineuse, hein, par exemple, électromagnétique, onde EM. Et cette onde, en fait, là, je la représente sur mon dessin. Vous voyez, elle est à côté du métal, mais en fait, elle est dans le métal, elle est là, l'onde. Donc, au même endroit, il y a plusieurs systèmes. Il y a le système métal, il y a le système onde électromagnétique. Et là, de la même manière, pour l'huile et l'eau, je vois l'huile et je vois l'eau. Mais si j'écris juste ça, je ne prends pas en compte la température. Là-dessus, il faudrait rajouter température. Voilà, je fais exprès d'écrire par-dessus là, pour montrer que tout est superposé. Il y a la pression, il y a l'énergie de surface. Vous voyez, il y a plein de couches comme ça, les unes sur les autres, que vous pouvez ajouter les unes aux autres. Et tout ça, c'est votre système, en fait. Et donc, si vous regardez qu'une partie du système, cette partie-là, elle n'est pas isolée. Elle peut transmettre de l'énergie à une autre partie du système sous forme thermique. Mais ça reste sur place. Voilà, il ne faut pas voir ça comme un truc géométrique avec le métal ici et l'onde à côté, avec une transmission d'énergie d'une partie à l'autre. En fait, tout se fait au même endroit sur place. C'est ça qui n'est pas évident à visualiser. Et pour les dessins, oui, c'est horrible. C'est pour ça que c'est difficile à expliquer. Tout est sur place. Et suivant la manière dont vous voyez les choses, soit c'est un seul gros système, soit c'est plusieurs sous-systèmes. Mais ce n'est pas des sous-systèmes au sens où j'ai découpé géométriquement. C'est vraiment des couches qui se superposent les unes sur les autres. Donc pour répondre vraiment à ta question, l'énergie où elle est pas forcément partie ailleurs. Elle est toujours là, mais sous forme thermique. Et donc ça a chauffé. Et après, le verre, en pratique, il va rayonner et l'énergie va partir.
Voilà, c'est une réaction endothermique. Pour ceux qu'on fait de la, de la thermo. Alors, ici, l'énergie sort du système chimique, donc c'est exothermique. Ouais, c'est ça. Tu te reprends, tu réécris juste après. Endothermique, ça veut dire que l'énergie va vers le système chimique. Ça ne veut pas dire que ça vient de loin, de l'extérieur. L'énergie est déjà sur place, mais sous forme de chaleur. Et donc ici, la température du système, la température du verre augmente. Voilà. OK. Et donc, vous voyez déjà, là, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est la vidéo la plus dense de la chaîne. Et elle fait déjà 22 minutes, donc je voulais pas... J'aurais pu prendre plus de temps pour rajouter des détails, mais des fois, il vaut mieux... C'est un peu un paradoxe en vulgarisation. Il vaut mieux aller plus rapidement sur les trucs compliqués et passer sous le tapis des trucs. Et comme ça, les gens au moins se concentrent sur le cœur du message. Même si en fait il y a plein de subtilités. Et si je veux expliquer davantage, on pourrait se dire, bah, si tu expliques mieux, si tu expliques plus, les gens vont mieux comprendre, mais des fois plus t'en rajoutes et plus ça embrouille les gens. Donc j'ai pas voulu rentrer dans tous les détails, mais c'est vraiment très riche comme question. Salut Ishak. Et salut, ou alors, bonsoir, je sais que c'est hors sujet, mais as-tu regardé l'étude que je t'ai link sur l'ARN produit par les roches volcaniques la dernière fois? Ici, là, sur Twitch, je ne me souviens pas. Bah, remets le truc et je le mettrai en marque-page. J'ai pas dû le... Non, j'ai pas regardé. Ah, mais si, ça me dit quelque chose. Si, j'avais déjà vu le... T'as ça aussi sur les... Au fond des océans, où t'as des conditions de pression particulières qui compriment les molécules. Oui, je vois. Mais j'ai pas vu l'article précis. Donc remets-le si tu l'as. Énergie cinétique, thermique, chimique. Voilà, chimique aussi. Donc là, justement, c'est l'occasion d'en parler. En fait, quand vous avez de l'huile et de l'eau, c'est un peu comme le coup des micelles. Vous avez des structures qui se forment entre l'huile et l'eau. Et plus vous avez de surface, de contact entre l'huile et l'eau, donc quand il y a des gouttelettes par exemple, je vais refaire le schéma. Donc il y a les gouttelettes. Voilà, beaucoup de surface. Et vous avez une seule grosse goutte d'huile à la fin. Voilà, ça c'est avant et après. Donc l'explication que je viens de donner précédemment, c'est que la surface a diminué. Là, il y a beaucoup de surface de contact. Partout, à chaque gouttelette, il y a de la surface. La surface diminue, donc l'énergie diminue, donc l'entropie diminue. Donc l'ordre augmente. On a ici une impression de désordre, ici une impression d'ordre. Ça, c'est une première explication qui est assez satisfaisante. Mais de ce que j'ai lu sur les articles qui parlent de ça, en fait, la diminution de l'énergie, elle est assez faible. Et donc la diminution de l'entropie, elle est assez faible aussi. Et donc c'est pas vraiment ça qui explique ce phénomène-là. En fait, il y a très peu de ce que j'ai vu. Je suis pas spécialiste de cette question particulière, mais de ce que j'ai lu, les articles que j'ai lus, en fait, l'énergie diminue très très peu. Ça chauffe très très peu. Vous savez, quand vous mettez de l'huile dans l'eau, vous n'allez pas vous chauffer les mains avec. Donc ça chauffe très très peu. Il y a très peu de diminution d'énergie. C'est comme si le système était isolé en fait. Il n'y a pas d'échange d'énergie avec l'extérieur, c'est très très faible. Et donc l'entropie devrait augmenter. Et pourtant, on voit que l'ordre augmente. Et c'est là on arrive à un moment intéressant de la vidéo, c'est que, en fait, dire que l'entropie mesure le désordre, ben ça marche pas tout le temps. Et là, je pense que c'est un bon exemple pour ça. Ici, là, quand vous avez de l'huile qui est en contact avec de l'eau,
vous avez des structures qui apparaissent, donc de l'ordre, de la structuration. Et donc, peut-être qu'en fait, l'impression d'ordre qu'on a là, elle est trompeuse. Là, on a l'impression que c'est bien rangé, l'huile d'un côté, l'eau de l'autre, alors que là, c'est un peu le bordel, là, il y a des gouttes de partout. Et bien en fait, c'est l'inverse. Là, il y a beaucoup de surfaces de contact, donc beaucoup de structures entre l'huile et l'eau, des petites structures bien rangées de partout, donc beaucoup d'ordre, et donc une entropie basse. Mais du coup, on se rend compte que l'entropie, si on veut l'associer au désordre, il faut faire attention. Est-ce que c'est le désordre apparent, à grande échelle, ou est-ce que c'est au niveau microscopique? Et c'est là que la phrase un peu rapide de dire l'entropie mesure le désordre, en fait, elle n'est pas très claire, parce que le désordre, c'est difficile à définir, en fait. Est-ce que c'est le désordre apparent à grande échelle? Est-ce que c'est le désordre moléculaire? Donc, est-ce qu'il faut prendre en compte ces petites structures? Là, on a l'impression que c'est plutôt ça qu'il faut prendre en compte. Et donc, l'impression visuelle, vue de loin, est trompeuse. On a l'impression que c'est désordonné puis ordonné, alors qu'en fait, c'est l'inverse. Et donc, la conclusion de ça, c'est qu'il vaut mieux éviter en fait, de relier l'entropie au désordre. C'est très très bien pour vulgariser, mais si on veut commencer à entrer dans le détail, des fois, ça tombe à plat. Alors, en fait, si on invoque le premier principe, une perte d'énergie à un endroit doit forcément s'accompagner par une libération autre part pour que l'énergie totale soit conservée. Oui, j'en ai pas beaucoup parlé, mais je dis tout le temps le second principe, c'est parce qu'il y a un premier principe avant, et c'est ça, le premier principe. Ça vous dit que l'énergie peut prendre deux formes. L'énergie associée à une force à grande échelle, on appelle ça un travail. Donc si je pousse, si je soulève le verre vers le haut, je suis en train de lutter contre la force de gravité, je suis en train d'exercer une force vers le haut, donc je donne de l'énergie potentielle au verre, et on appelle ça un travail en thermodynamique. Et si je le monte vraiment très très haut, en haut de la tour Eiffel, et que je le laisse tomber, je donne l'exemple du sac de farine à la fin. Si je fais ça avec un sac de farine, et que je le laisse tomber, même pas du haut d'une fenêtre, et que je fais ça 300 fois, le sac va chauffer. Et l'énergie s'est dispersée en énergie thermique. Et donc c'est la deuxième partie, il y a soit le travail, soit la chaleur, et l'un se transforme en l'autre. Et en tout cas, la somme de l'énergie est conservée. L'énergie totale est conservée. Ça, c'est le premier principe. Et donc, je continue ton message. Et pour peu que cette libération soit sous forme d'énergie diffuse, alors l'entropie augmente nécessairement globalement. Oui, mais ça, c'est ce qu'on observe, mais a priori, on pourrait se dire que les molécules se mettent à vibrer toutes dans le même sens pour aller pousser toutes dans le même sens l'objet et le faire bouger. Et du coup, là, ce serait l'énergie de chaleur, l'énergie thermique diffuse, qui se transforme en travail. Mais c'est extrêmement improbable que toutes les molécules se mettent d'accord pour aller toutes dans la même direction. En pratique, ça n'arrive jamais. Et donc, ça donne le second principe. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ok. Bon, je regarderai le lien sur l'ARN. Mais peut-être que je l'ai marqué et que je l'ai pas regardé. Moi, en vrai, c'est la vidéo qui me trigger le plus sur l'origine de la vie. Ouais, tu me diras. Pas encore vu. Regarde-la et dis-moi si tu en tires quelque chose. Est-ce qu'on pourrait pas conserver ces notions d'ordre-désordre, mais seulement dans le cas des micro-états? Alors oui, voilà, pour être rigoureux, il faut revenir à la définition des macro-états, micro-états. Et on sent un petit peu ici ça, avec l'histoire de l'huile et de l'eau, qui a l'air ordonnée ici quand on dézoome au niveau macroscopique, mais qui en fait est plus ordonnée ici, dans le premier cas avec les gouttelettes, au niveau microscopique.
Donc il faut s'entendre sur ce qu'on appelle le désordre et sur l'échelle macroscopique, microscopique. C'est pour ça que le mieux, c'est de revenir à la définition rigoureuse de l'entropie quand on a un doute. La définition de Boltzmann. Elle est sympa, je suis pas très convaincu par l'analogie avec la loi de Moore. Bah ça, on en a pas mal parlé. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup dans la vidéo, en fait, je lance ça vite fait. On en a parlé dans le live, je mettrai la rediff. Je crois que je l'ai pas mise. Donc ça, c'est la chaîne de rediff. Il n'y a que la première, je vous mets le lien si vous voulez, ceux qui n'ont pas la chaîne. Je mettrai le live d'ici quelques jours de l'autre live qu'on a fait il y a 1 mois et demi. Là. Ok. Voilà, donc là je reviens sur le petit sondage que j'avais fait avant la vidéo. Donc là la question c'est quelle est l'image qui correspond le plus au désordre comme ça, spontanément, qu'est-ce que vous répondez à ça? Et les 3/4 des gens ont répondu, donc quelle est celle qui correspond le plus à l'ordre? La deuxième, avec un système uniforme et pas mélangé dans tous les sens. Moi, pareil, spontanément, je répondrai à la deuxième. Et je dis, il n'y a pas forcément de bonne réponse. Et effectivement, après, j'explique que dans tous les cas, peu importe ce que vous répondez, ça pose problème d'associer entropie et désordre. Donc déjà, j'explique un peu pourquoi j'ai donné cette image. Ça rejoint l'entropie de mélange qu'on a donnée au tout début. Vous avez des molécules bleues, des molécules rouges. On ouvre la paroi et ça se mélange. Et à la fin, si on dézoome et qu'on regarde ça de très très loin, on voit juste du violet en fait. Donc c'est ça le rectangle violet. Et donc, au début, on a un système qui est bien séparé, avec une entropie qui est basse. Ça se mélange, l'entropie augmente, et à la fin, l'entropie est maximale. Donc si on dit que l'entropie mesure le désordre, ça c'est très ordonné, ça commence à être désordonné, et ça en fait c'est très très désordonné. C'est mélangé dans tous les sens. Et donc, ça contredit un peu ce que j'ai répondu et ce que les 3/4 des gens ont répondu, comme quoi l'image violette serait associée à l'ordre. Donc déjà, on voit que là, l'intuition de la plupart des gens entre en contradiction avec cette association d'entropie et de désordre. Et c'est dommage parce que c'est une association qu'on utilise en vulgarisation, justement quand on veut donner une notion intuitive. Et là, on voit que l'intuition des gens, elle pose problème avec ça. Et à mon avis, dans les 25% qui répondent l'option 1, ils ont déjà un peu anticipé ça. Ils n'ont pas forcément répondu aussi spontanément qu'on pourrait le penser. Donc ça se trouve, c'est encore pire que ça, le pourcentage. Si je demande dans la rue aux gens, si je fais un sondage dans la rue, ce serait peut-être encore plus que 75%. Voilà, donc là dans mon système, l'impression visuelle qu'on a, si vous répondez comme moi et comme les 3/4 des gens, si vous associez l'ordre à l'uniformité, ben ça a l'air bien rangé, du rouge et du bleu, ça a l'air bien rangé, du violet partout, c'est juste facile à décrire, pas beaucoup d'informations dans les deux cas, et là beaucoup d'informations à donner. C'est très désordonné, c'est très compliqué. Donc là, j'utilise le mot compliqué, on parle de complexité. Est-ce qu'on peut associer la complexité à l'entropie, au désordre? On va voir que ça aussi, c'est un petit peu délicat. Alors là, vous me dites, oui, mais ça, vous pourriez me dire, ça, ce sont les gens qui ont répondu un peu rapidement, sans prendre en compte ça, qu'en fait, on a mélangé de gaz, et qu'en fait, là, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas du tout ordonné. En fait, c'est très très mélangé, très désordonné, avec une entropie élevée. Et donc, en fait, on pourrait se dire oui, mais ok, t'es bien gentil, mais en fait, ça, c'est pas du tout ordonné. Sauf que ça, c'est pour un mélange de gaz. Donc, on pourrait faire cette objection pour le mélange de gaz, mais pour l'univers, ça fonctionne pas.
Pourquoi ? Parce que l'univers, juste après le Big Bang, il ressemble à ça. Ah, merci, voilà. Hop, je vais la... Tac, ok. Je vais marquer... Voilà, c'est bon. Donc juste après le Big Bang, l'univers ressemble à ça. C'est le fond diffus cosmologique. Je vais essayer de mettre un peu plus de... et ça, c'est chaque point... à chaque point, on associe une température avec du rouge pour les zones chaudes et du bleu pour les zones froides. Et on voit comme ça une structure, on a l'impression que c'est structuré. En fait, c'est très très exagéré. Les variations de température sont extrêmement faibles. Et en fait, il y a très peu de structure. Il faudrait juste mettre tout en violet comme ça. L'univers est très uniforme juste après le Big Bang. Et donc, contrairement au mélange des gaz, si on parle de structure, l'univers est très uniforme au début, ensuite les galaxies apparaissent, et à la fin, c'est la dispersion totale, c'est la mort thermique, et on revient sur quelque chose qui est complètement uniforme. Et donc si on associe l'ordre à l'organisation, à la structure, au début, il n'y a pas beaucoup d'organisation, il n'y a pas beaucoup d'ordre, il n'y a pas beaucoup de structure. Ensuite, c'est organisé avec les étoiles. Il y a plein de structures complexes et même de la vie sur certaines planètes, au moins sur une. Et à la fin, c'est à nouveau complètement déstructuré, il n'y a plus de structure. Donc, c'est un peu à l'image de la complexité. Au début, le système est très simple, la complexité est basse. Ensuite, elle augmente, elle passe par un maximum, et ensuite, ça rediminue. Et ça, c'est typique des systèmes à très basse et à très haute entropie. Ils sont très simples. Un système à très basse entropie, c'est un système qui est très bien rangé, c'est très simple à décrire. Vous avez chaque atome qui a sa place, qui ne bouge pas, on est à température nulle. Et un système à très haute entropie, c'est aussi très simple à décrire. Vous avez la même température partout, tout est uniforme. Il ne se passe rien d'intéressant en fait. Les choses intéressantes, elles apparaissent entre les deux, au maximum de complexité et de structure. Donc ça, c'est si vous avez répondu l'option 1, l'ordre augmente puis diminue. Et si, comme moi, vous avez répondu l'option 2, c'est l'inverse. D'abord, on a une impression d'ordre, ensuite une impression de désordre, des galaxies dans tous les sens, et ensuite à nouveau une impression d'ordre. Voilà, on a tout rasé, tout est uniforme. Et donc si j'associe l'ordre à la structure, ça augmente puis ça diminue. Si j'associe l'ordre à l'uniformité, ça diminue puis ça augmente. Dans aucun des deux cas, vous avez une augmentation comme pour l'entropie. Et donc, vous ne pouvez pas associer entropie et désordre. L'entropie ne fait qu'augmenter. Or là, ça augmente puis ça diminue, ou ça diminue puis ça augmente. Donc, ça ne marche pas. Voilà, donc dans les deux cas, ça ne marche pas d'associer entropie et désordre. Voilà. Et donc, l'impression visuelle est trompeuse, c'est ça qu'il faut retenir, pour ce qui concerne l'entropie et l'énergie. Et voilà, je vais direct à la fin, là. Et en fait, il y a plein de choses qu'on ne voit pas quand on regarde juste une galaxie. On ne prend pas en compte la vitesse des étoiles. Les étoiles, au début, elles avaient des vitesses très concentrées sur une valeur assez faible. Et puis, il y en a certaines qui ont accéléré, il y en a certaines qui sont restées à basse vitesse. Donc, si je peux essayer de représenter ça avec un graphe. Hop. Si vous faites ça à une dimension, par exemple, vous mettez, vous mettez du coton et vous imbibez un colorant à un certain endroit, ça va diffuser. Donc si je regarde la position du colorant, au début c'est très piqué au centre, et puis après ça diffuse. Voilà, vous avez une diffusion comme ça. Donc une dispersion des positions. Vous pouvez imaginer la même chose avec les positions des étoiles. Donc là c'est l'inverse. Au début le gaz est très dispersé, et le fameux truc qui paraît bizarre,
les étoiles sont concentrées sur une zone plus petite, avec quelque chose de plus organisé. Donc ça va dans ce sens-là pour les positions. Mais pour les vitesses, au début, vous avez des vitesses qui sont toutes assez faibles. Donc là, c'est l'inverse. Vous avez des vitesses qui sont toutes concentrées autour d'une valeur assez faible. Et puis, ça se disperse. Il y a des étoiles qui vont très vite, des étoiles qui restent lentes. Et donc, là, il faut prendre en compte aussi cette dispersion des vitesses. Et là, c'est bien dans le sens de la dispersion. Et on peut associer une entropie à ça aussi. Donc déjà, il faut prendre en compte l'impression visuelle de position, mais aussi des vitesses. Si on oublie les vitesses, déjà, il nous manque une partie du problème. Est-ce correct de dire qu'en chimie, un mélange hétérogène est à haute entropie ? Non, si c'est hétérogène, ça veut dire que tu... Ah oui, alors attends. Ah oui, homogène, pardon. Est-ce qu'un mélange homogène est à haute entropie ? Alors, si tu fais une émulsion, c'est le même principe que pour l'huile et l'eau, en fait. Ça dépend de la structure microscopique. Est-ce que ici donc si tu as plein de gouttelettes et qu'après ça se rassemble de manière hétérogène, comme pour l'huile et l'eau, là, l'impression visuelle vue de loin, c'est que l'entropie a diminué. On a l'impression que l'ordre a augmenté. Mais peut-être que... donc on a l'impression que l'entropie était haute ici. Voilà. Un mélange homogène, c'est un système à haute entropie. Mais peut-être qu'en fait, il y a plein de petites structures dedans que tu vois pas. Donc on ne sait pas. C'est la conclusion de la vidéo, il ne faut pas associer l'entropie à une impression visuelle de désordre. Ce que tu vois comme ça, juste en prenant une photo de ton mélange huile-eau ou de la galaxie, c'est pas suffisant pour savoir quelle est l'entropie du système. Tu as besoin de beaucoup plus de détails. Donc pour les galaxies, notamment la vitesse des étoiles, le rayonnement aussi qui emporte de l'entropie, on l'a vu dans la vidéo sur l'origine de la vie. Les neutrinos aussi, qu'on détecte très difficilement, et les trous noirs. Les trous noirs ont une entropie qui est énorme en fait. L'entropie des trous noirs, elle est proportionnelle à leur surface. Donc l'entropie d'un trou noir... non, je vais pas mettre de formule. C'est un truc comme la surface du trou noir divisé par... on va appeler ça la surface de Planck. Une toute petite surface. En gros, vous prenez la surface du trou noir. Là, je découpe une partie de la surface et vous regardez combien de fois vous pouvez découper cette surface avec une longueur ici qui est la longueur de Planck, une longueur extrêmement petite. Et donc vous avez de l'information qui est sur chaque case en fait de la surface. Donc vous imaginez votre trou noir qui est comme ça. Et donc vous avez découpé... hop. Voilà, il y en a une quantité énorme. Hein. Là, ça ne rend pas du tout hommage à la réalité. Vous avez un nombre qui est du genre 10 puissance 90 pour l'entropie. C'est un nombre complètement énorme. Beaucoup plus grand que ce qu'on associe aux positions des étoiles. En fait, toute l'entropie de l'univers, quasiment, elle est stockée dans les trous noirs. Et donc l'entropie du trou noir est proportionnelle à sa surface. Et si on associe l'entropie à l'information, donc ça j'en parle pas trop parce que je reste dans la thermodynamique, dans cette série, mais si on dit que l'entropie mesure l'information que vous avez sur ce trou noir, ça voudrait dire que dans les systèmes très très compacts comme les trous noirs, l'information elle n'est pas proportionnelle au volume mais à la surface. Et ça c'est très bizarre, on n'a pas du tout l'habitude de ça.
Si vous voulez stocker l'information dans un ordinateur, ben, vous mettez ça dans un certain volume. Et on imagine que plus le volume est gros, et plus on peut mettre de petites puces dans ce volume qui contiennent des informations, de la mémoire. Donc, dans notre monde à nous, l'information, elle est proportionnelle, l'entropie, elle est proportionnelle au volume, normalement. Et ça rejoint ce que j'ai dit sur l'extensivité. L'entropie, c'est une variable extensive. Si vous doublez le volume, vous doublez l'entropie. C'est proportionnel au volume. Et ben pour les trous noirs, non, c'est proportionnel à la surface. La surface, c'est la surface des horizons des événements. Ouais. C'est ça qu'on appelle la surface du trou noir. Et donc, et ça, c'est relié à ce qu'on appelle... je ne sais pas si je parle de ça en détail, mais... C'est le principe holographique. Vous avez une correspondance entre ce qui se passe dans le volume et ce qui se passe dans la surface, sur la surface. Voilà, c'est les théories. Ceux qui connaissent, c'est les théories ADS, CFT, ce genre de choses. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. C'est une sphère parce que voilà, c'est l'horizon des événements. Le trou noir, il se passe des choses très bizarres. La masse, par exemple, d'un trou noir. Normalement, la masse d'une étoile, bah, c'est proportionnel au volume. Et donc au rayon au carré. Au rayon au cube. Ça, c'est pour une étoile. Et la masse d'un trou noir, c'est proportionnel non pas au rayon au cube, mais au rayon tout court. Donc si vous... Et c'est ce qui fait que quand les trous noirs fusionnent, la surface ne diminue pas, mais augmente. Salut Faisal. Là, vous voyez ce que je vous avais raconté là, avec les gouttes d'huile, la surface totale, elle a tendance à diminuer. Vous pouvez faire le calcul. Hein. Le volume total ne change pas. C'est la même quantité d'huile au total. C'est juste que ça a fusionné. Mais c'est plus économe en termes de surface de tout fusionner. Donc là, la surface, elle a diminué. Mais les trous noirs, vu qu'ils ont ce comportement bizarre là, de masse proportionnelle au rayon, en fait, quand les trous noirs fusionnent, l'entropie augmente. Je vais trop vite dans le raisonnement. La surface augmente, contrairement à l'huile. Là, la surface avait diminué. Et c'est logique. La surface augmente, ça correspond à une entropie qui augmente. Quoi que vous fassiez un trou noir, l'entropie va augmenter. Et donc, ça stocke énormément d'entropie. Et la seule manière pour l'entropie de diminuer, c'est le rayonnement Hawking qui fait s'évaporer le trou noir petit à petit. Sauf que ce rayonnement, il est impossible à détecter parce qu'il est beaucoup trop faible. Et il correspond à une température beaucoup trop faible. Là, on peut continuer. Le rayon, c'est inversement proportionnel à la température. Donc plus le trou noir est gros, plus il est froid. Et donc il rayonne dans des longueurs d'onde des ondes radio en fait extrêmement, des longueurs d'onde énormes, impossibles à détecter. C'est encore plus froid que le fond diffus cosmologique qui est représenté, je ne sais plus où, là. Voilà. Donc ça c'est 3 Kelvin, c'est extrêmement froid. Les rayonnements des trous noirs, c'est encore plus froid que ça, et c'est très faible, c'est impossible à détecter. Mais si on applique les lois de la thermodynamique aux trous noirs, on a... donc c'est c'est ce qu'ont fait Bekenstein et Hawkins, Stephen Hawking. On a un trou noir qui est censé s'évaporer, et donc on a un phénomène qui a l'air irréversible. Et ça pose un peu problème. C'est en contradiction avec la mécanique quantique, qui n'a que des évolutions réversibles tant qu'il n'y a pas de mesure. Et là, il n'y a pas de mesure, donc
On appelle ça le problème de l'information. C'est pas vraiment relié à l'information, c'est lié au fait que c'est irréversible et que ça devrait pas l'être. Si ça suivait les lois de la mécanique quantique. Mais on sait pas relier, on sait pas encore, on n'a pas encore de théorie complète qui relie la relativité générale et la mécanique quantique. Donc, et ça se trouve, on n'en aura jamais parce qu'il faut pouvoir observer ce rayonnement Hawking et même il faudrait peut-être récupérer toute l'information. Ça demande des observations qu'on n'est pas capable de faire. Voilà. Donc ça, peut-être que je ferai une vidéo plus tard, pas maintenant, sur les trous noirs et l'entropie. C'est intéressant, mais ça, c'est technique. C'est assez vite technique. Salut Farnian, merci pour le follow. Et l'entropie d'un aimant en rotation dans une bobine dans le vide spatial sans friction et qui garde son moment angulaire va-t-elle générer de l'électricité à l'infini? Non, l'aimant ralentit la rotation par magnétisme. Oui, ça c'est le phénomène d'induction. Les conséquences s'opposent aux causes. Et donc si tu as un champ magnétique, un objet qui bouge dans un champ magnétique, même sans friction, sans rien, le champ magnétique va s'opposer au fait que tu commences à déplacer l'objet et créer un frottement. C'est comme ça que les freins à induction fonctionnent. Et donc tu peux avoir un système qui garde son énergie à l'infini, mais tu peux pas en retirer d'énergie. S'il y a vraiment aucune friction, ça peut tourner comme ça et l'énergie passe d'énergie cinétique à énergie magnétique, un peu comme tout à l'heure l'énergie potentielle et cinétique. En fait, toutes ces histoires d'énergie infinie, c'est ça. C'est une bille, ça se ramène toujours à ça. C'est toujours le même principe. C'est une paroi comme ça, parabolique, et une bille qui oscille et qui remonte au même endroit. Tu remplaces la bille par un aimant, par un système électrique, magnétique, tout ce que tu veux. En termes de thermodynamique, c'est juste ça. C'est un objet qui transforme son énergie cinétique en énergie potentielle et inversement. S'il n'y a aucun frottement, la bille remonte exactement au même endroit. Donc c'est un peu comme une planète qui tourne autour du Soleil. Voilà, elle revient, elle garde son énergie tout le temps. Elle perd un peu, alors si la trajectoire est très elliptique, là elle accélère ici, c'est les lois de Kepler, hein. Elle accélère, elle a moins d'énergie potentielle mais plus d'énergie cinétique. Et là, elle a plus d'énergie potentielle mais moins d'énergie cinétique. C'est les fameux vases communicants. C'est exactement comme la bille ici. Et est-ce que tu peux générer de l'énergie avec ça? Non, parce que si tu récupères de l'énergie de ce système, tu enlèves de l'énergie potentielle et donc la bille elle remonte moins haut. Et si tu continues à prendre de l'énergie, elle perd toute son énergie, elle finit tout en bas. Donc à chaque fois, dans ces systèmes qui prétendent générer de l'énergie à l'infini, c'est juste en théorie, c'est juste la même chose qu'une bille qui oscille comme ça indéfiniment. Donc vous avez de l'énergie qui se transforme, mais à l'intérieur du système, et donc vous pouvez pas récupérer d'énergie, donc c'est pas un générateur. Voilà, magnifique schéma. Voilà, j'ai fini de reprendre la vidéo. Donc si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Et donc il en reste une dernière. Il y aura la 4e vidéo sur la flèche du temps. On parlera de réversibilité, d'irréversibilité, de pourquoi est-ce que le passé et le futur sont différents pour les systèmes physiques. Et on va parler du Big Bang à nouveau. Ça vient de notre proximité avec le Big Bang. Le magnétisme de l'aimant affecte la bobine, mais j'ai du mal à penser que ça ralentit l'aimant.
Bah, si ça ne le ralentit pas, c'est pas grave. T'as ton mouvement qui n'est jamais ralenti, mais tu peux pas en récupérer d'énergie. Le champ de X a-t-il un lien avec l'entropie? On peut tout relier avec l'entropie. Hein. Tu peux toujours décrire un système, parler de l'énergie du système. C'est une grandeur qui s'applique à tous les systèmes. Et donc parler de dispersion. Oui. Après, je ne suis pas spécialiste du champ de X. Je peux te faire une vidéo de 15 minutes dessus si tu veux. Mais je sais pas s'il y a des articles scientifiques précis qui ont parlé de ça. On peut regarder. Hein. Champ de X. On va plutôt le mettre en anglais. X. Entropie. Il y a une histoire de désintégration, donc de dispersion. Bon là, il n'a pas l'air de me sortir grand chose là. Mais oui, tu peux sûrement parler d'entropie quand tu parles du champ de X, oui. Là, comme ça, je vois pas, mais ça doit être possible. Si l'aimant tourne au milieu d'une bobine de cuivre, l'électricité n'est pas forcément générée. Si, mais dans ce cas-là, ça ralentit la bobine. Parce que tu as de l'énergie, qui passe d'une forme à l'autre, soit sous forme électrique, soit sous forme magnétique, soit sous forme cinétique. Et donc, même si tu n'as pas de frottement, si tu as des frottements, tu as l'énergie qui est dispersée en énergie thermique. Donc on pourrait se dire, ok, j'enlève les frottements, je trouve un système sans frottement, ça existe. Des systèmes qui n'ont quasiment aucun frottement, ça existe. Mais, et alors, tu n'en récupères pas d'énergie pour autant. Tu as l'énergie qui ne part pas en énergie thermique, ok, mais elle continue, avec le système de vases communicants, à passer de l'énergie cinétique à l'énergie électromagnétique. Et donc, tu peux pas récupérer d'énergie. Donc oui, en fait, il faut être très très précis sur ce que tu appelles le système. Est-ce que ton système, c'est uniquement la partie en mouvement? Est-ce que c'est uniquement la partie électrique, la partie magnétique? Est-ce que c'est une combinaison de deux éléments? Est-ce que c'est tout ça en même temps? Est-ce que c'est un opérateur? Tu vois, il faut vraiment définir ça de manière très très précise. Et une fois que tu as fait ça, tu te rends compte que l'énergie, elle passe d'une forme à l'autre, en fait, à chaque fois. L'énergie n'augmente pas. Et après, il y a la question de l'énergie noire, qui est un peu plus mystérieuse. Peut-être que l'énergie de l'univers augmente à cause de l'énergie noire. Mais pour l'instant, on sait pas. Si c'est vrai, si c'est le cas, on ne sait pas récupérer cette énergie. Salut Simiesque, je viens de finir ta vidéo, génial comme d'habitude, merci. Et tu as répondu à une question que j'avais depuis très jeune. Bah de rien, c'est une question que j'ai beaucoup eue depuis des années, les gens me posent cette question. Et récemment, quand j'ai commencé à parler d'entropie, à nouveau dans les commentaires, il y avait cette question, donc c'était obligatoire pour moi de faire une vidéo là-dessus. Et puis le sujet est vraiment sympa. Même si pour y répondre de manière un peu correcte, il a fallu faire une vidéo un peu dense. Mais bon, la suivante, elle sera un peu plus simple, je pense. Ça reste un concept compliqué, hein, l'entropie, mais... Je me suis toujours demandé d'où venait l'énergie potentielle des étoiles filantes. Les étoiles filantes, c'est des météorites. Donc, ce sont des objets qui sont en orbite autour du Soleil. Et donc, on a de l'énergie... c'est un peu le schéma que j'ai tracé là. Je vais le refaire. N'importe quel objet qui orbite autour du Soleil, ça c'est le Soleil. Hop. Il a une trajectoire elliptique, des fois quasiment circulaire pour les planètes. Et donc ici, c'est la loi de Kepler, hein,
l'air parcouru. Je ne sais pas si vous avez vu ça, on voit ça en terminale, je crois. L'air parcouru ici entre... Donc si l'objet est là et qui se déplace jusqu'à ici, vous faites un trait entre le soleil et l'objet et vous regardez toute l'air qui est balayée par ce trait pendant une durée donnée, par exemple pendant 1 mois. Donc là, c'est 1 mois. Voilà, vous attendez 30 jours, là, ça s'est déplacé ici. Ici, l'objet, il a beaucoup moins d'énergie cinétique. Étoile filante ou comète, peu importe. Ici, l'objet, il a... Vous voyez, si je le trace pas en temps réel, mais à une échelle de temps respectée, là, il est très lent. Et puis, comme il se rapproche, il tombe sur le soleil, c'est une chute libre. Donc, il accélère, il accélère, il accélère. Là, il va très vite. Et puis là, il ralentit. Il ralentit. Là, là, il est très lent. Très peu d'énergie cinétique. Beaucoup d'énergie potentielle. Beaucoup de distance. Et là, il accélère. Beaucoup d'énergie cinétique. Un peu comme un pendule. Le pendule, hein. Ici, il a très peu d'énergie cinétique. Il est très lent quand il est au maximum. Et quand il revient, ici, là, il a beaucoup d'énergie cinétique. Beaucoup de vitesse. L'énergie cinétique, c'est directement relié à la vitesse. C'est le carré de la vitesse. Et là, si vous faites ça beaucoup plus loin, bah, vu que c'est plus lent, en 1 mois, il a fait beaucoup moins de... J'essaie de faire un triangle. Hein. Il a fait un trajet beaucoup plus petit, là, vous voyez, que là. Là, il va très vite, là, il va très lentement. Et Kepler s'est rendu compte que l'air, ici, balayé, était la même. Voilà. Ça, c'est un des plus beaux... une des plus belles lois de la physique, une des premières, une des plus surprenantes. Et on ne peut même pas dire que la physique existait à cette époque-là, hein. C'est une observation de la nature. C'est vraiment les débuts de la physique. Kepler qui se rend compte qu'on a cette loi géométrique. Et donc là, il a commencé à se dire que le système solaire était géométrique, il a utilisé les solides platoniciens, donc il est parti un peu loin dans le délire, mais en tout cas, ça, c'est une observation scientifique exacte. Et ça vient de la conservation du moment cinétique. Maintenant, on a compris pourquoi. Mon système est simple, c'est juste un aimant dans une bobine. Ok. Fais-moi un blueprint, donc fais-moi un... Comment on appelle ça les blueprints, c'est les sortes de brevets, là. Tu me donnes toutes les... C'est la deuxième loi de Kepler. Ouais. Et tu me mets toutes les caractéristiques de ton système, parce que là, par écrit, c'est compliqué, il faut un schéma, il faut... Et tu m'envoies ça... Tu m'envoies un lien vers ça. Parce que là, par écrit, je ne vois pas ce que fait ton système exactement. C'est très compliqué de décrire. Pour toi, déjà, c'était très compliqué de le décrire, j'imagine. Et pour moi, de comprendre ce que tu veux dire, il faut des schémas, il faut des... On le voit dans le film documentaire Arte, Le Cosmos selon Kepler. Ok. J'ai pas vu. Mais où est-ce qu'a fait Kepler? C'est... Kepler, on met le nom, quand même. Ok. Voilà. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Et je vous retrouve d'ici quelques temps pour commenter la prochaine vidéo, qui sera aussi sur l'entropie, donc, mais plus sur la flèche du temps. Et les phénomènes réversibles, irréversibles, la symétrie temporelle entre le passé et le futur, ce genre de choses. Ça va être sympa aussi. Ok. Bon, merci pour vos questions, vos commentaires. Et on se retrouve la prochaine fois. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour le follow, Simiesque. Merci pour le stream, bonne soirée. Merci Laniakea. Et je vous retrouve très bientôt.
soit sur YouTube, soit sur le Discord, soit ici sur Twitch. Allez, une dernière question de Trifon. Comment se fait-il que les lois de la thermodynamique changent selon le fait que les systèmes échangent de la matière, de l'énergie, les deux? Non, justement, le principe d'entropie, le principe du concept d'entropie, c'est que ça s'applique justement à la matière et à l'énergie de la même manière. Et c'est ce que je montre au début là. Ça, c'est de la dispersion de matière. Donc, tu associes une entropie à ça. Tu peux faire pareil avec l'énergie et dire que l'énergie se disperse. Donc, c'est pas forcément relié à... Tu mets E égale MC2, c'est pas forcément relié à ça. C'est relié au fait que l'entropie, c'est un concept assez général. Et donc, on en reparlera la prochaine fois avec le fait que ça, c'est irréversible avec la flèche du temps. Voilà. Ok, bon, et ben bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!